Mon fils m'a expulsé de chez moi 4 jours après avoir gagné à la loterie. Ce n'était pas avec des cris, ni avec de la violence. C'était pire. C'était avec de l'indifférence. Il m'a simplement regardé comme si j'étais un vieux meuble qui ne correspondait plus à la nouvelle décoration qu'il planifiait pour sa vie. Et il a dit, avec un calme qui me coupe encore à l'intérieur, « Maman, maintenant je peux vivre pour de vrai. Sans toi. » Pendant 69 ans, j'ai porté un nom de famille qu'il n'a jamais su prononcer correctement. Éléonore Vaucelin de Rochebrune. Mais pour tout le monde à Issoire, cette petite ville tranquille de la région d'Auvergne, où le temps semble passer lentement, j'ai toujours été simplement la vieille Éléonore, la veuve discrète qui prenait le bus, qui faisait des soupes simples et qui ne se plaignait jamais de rien. Mon fils a grandi en pensant que j'étais faible, que la pauvreté était une honte, que l'argent effaçait le passé. Et quand il a gagné 4,5 millions d'euros à la Française des Jeux, il n'a pas fêté ça avec moi. Il m'a jeté. Mon nom est Éléonore Vaucelin de Rochebrune. Et voici l'histoire de comment mon fils unique a découvert, trop tard, que l'amour véritable ne s'achète pas, ne se mesure pas en euros, et que celui qui confond la valeur avec la fortune finit pauvre, même millionnaire. Mathis est né quand j'avais 31 ans. J'étais déjà veuve depuis 2 ans. Mon mari, Henri Vaucelin, est mort dans un accident de voiture sur la route entre Clermont-Ferrand et Lyon. Nous étions jeunes, amoureux et nous avions des projets. Mais la vie avait d'autres projets pour moi. J'ai élevé Mathis seul, sans aide familiale, sans pension solide, sans rien d'autre que ma force de volonté et mon silence. J'ai travaillé comme couturière pendant des années, puis comme aide ménagère dans des bureaux et plus tard comme aide-soignante pour personnes âgées. Toujours des emplois modestes, invisibles, mais dignes. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Je ne me suis jamais plainte. Et chaque centime que j'ai gagné a été pour lui. Je me levais à 5 heures du matin pour préparer son café avant l'école. Je repassais ses chemises même quand mes doigts me faisaient mal à force de coudre pendant la nuit. J'économisais de l'argent pendant des mois pour acheter les baskets qu'il voulait, celles que ses camarades portaient, parce que je ne supportais pas de le voir se sentir inférieur. Quand il a eu une forte fièvre à 12 ans et que le médecin a demandé des examens coûteux, j'ai vendu ma seule bague en or, un héritage de ma grand-mère, pour payer. Il ne l'a jamais su, je ne lui ai jamais dit, parce que les mères ne racontent pas ces choses. Les mères font. Mathis a grandi et est parti à l'université à Lyon. Il a étudié l'administration. J'ai continué à travailler en envoyant de l'argent chaque mois pour aider avec le loyer, la nourriture, les livres. Il appelait peu. Il venait encore moins souvent. Mais je comprenais. Je pensais que c'était comme ça, que les enfants grandissent et suivent leur chemin. Quand il a terminé ses études, il a trouvé un emploi correct dans une entreprise de logistique. Il s'est marié avec une femme appelée Chloé, qui ne m'a jamais aimé. Ils ont eu une fille, Léa, que je voyais une fois par an quand c'était le cas. Mathis disait qu'ils étaient occupés, que la vie à Lyon était trépidante, que je comprendrais. Après 10 ans de mariage, Chloé l'a quitté. Elle a pris Léa, elle a pris la moitié des biens, et Mathis est revenu à Issoire. Il est revenu chez moi, vaincu, silencieux, amer. Je l'ai accueilli les bras ouverts. J'ai préparé sa chambre comme s'il était encore enfant. J'ai fait ses plats préférés. J'ai écouté ses lamentations nuit après nuit, sur comment la vie était injuste, sur comment il méritait plus, sur comment tout tournait toujours mal pour lui. J'écoutais, je consolais, je disais que ça irait mieux, et j'ai continué à travailler, même avec mon âge avancé, pour garantir que rien ne manquait à la maison. Ça a duré 3 ans comme ça. 3 ans où il me regardait à peine dans les yeux. 3 ans où il traitait ma présence comme quelque chose de naturel, comme si j'étais partie du mobilier, quelque chose qui avait toujours été là et qui serait toujours là. Il a trouvé un nouvel emploi, dans un magasin de matériaux de construction, mais il continuait à vivre chez moi. Il disait qu'il économisait de l'argent, qu'il partirait bientôt. Mais les mois passaient et rien ne changeait, jusqu'à ce dimanche de mars. Il est descendu en courant les escaliers, avec un billet dans la main, les yeux écarquillés, riant d'une façon que je n'avais pas vue depuis des années. Il venait de vérifier les numéros de la loterie sur son portable.
4,5 millions d'euros. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le déjeuner, et quand il est entré en criant la nouvelle, j'ai lâché la cuillère et je l'ai serré si fort dans mes bras que mes bras ont tremblé. J'ai pensé, enfin il va vraiment sourire. Enfin nous aurons la paix. Mais son sourire n'a duré que quelques secondes. Il s'est éloigné de moi, il a regardé la vieille maison, les meubles usés, moi, et quelque chose a changé sur son visage. Ce n'était pas du bonheur, c'était du calcul. Il a commencé à parler de projets, d'acheter un appartement à Lyon, de voyager, de recommencer sa vie, et à aucun moment, dans aucune phrase, il n'a dit « nous ». Il a toujours dit « je ». Pendant les 4 jours suivants, il est à peine sorti de sa chambre. Il restait au téléphone, à passer des appels, à chercher des biens immobiliers, à parler avec la banque. Je continuais à cuisiner, à laver, à m'occuper de la maison en attendant qu'il m'inclue dans un projet, en attendant qu'il dise « Maman, maintenant tu peux te reposer. Maintenant c'est moi qui m'occupe de toi. » Mais il ne l'a pas dit. Et le jeudi, quand je suis descendue pour le petit déjeuner, j'ai trouvé ma vieille valise dans le couloir, déjà préparée. Mathis était dans le salon, assis sur le canapé, avec une expression sérieuse, comme s'il était sur le point de licencier une employée. Il ne s'est pas levé quand il m'a vue. Il a juste dit « Maman, j'ai préparé tes affaires. Je pense qu'il est temps que tu aies ta propre vie. J'ai transféré 5 000 € sur ton compte. C'est suffisant pour que tu loues un petit appartement, quelque chose de simple. Tu vas bien t'en sortir. » 5 000 €. Après une vie entière. Après chaque sacrifice, chaque nuit sans dormir, chaque repas que j'ai sauté pour m'assurer qu'il mange. 5 000 €, comme si c'était une indemnité de licenciement. Il n'a même pas eu la décence d'avoir l'air gêné. Il a juste attendu que je prenne la valise et que je parte. Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que discuter serait inutile, qu'implorer serait humiliant, qu'il avait déjà décidé et que rien de ce que je dirais ne changerait ça. Je suis sortie par la porte sans regarder en arrière, sans larmes, sans mots. La rue était vide, le vent froid coupait mon visage, et j'ai marché jusqu'à la gare routière avec la valise à la main et une clarté étrange dans la poitrine. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, mais s'est aussi libéré. J'ai passé 50 ans à garder un secret, 50 ans à vivre petite, invisible, en protégeant un passé que personne ne connaissait. Et maintenant, pour la première fois, je n'avais plus besoin de protéger quoi que ce soit. Avant d'épouser Henri, je n'étais pas Éléonore Vaucelin. J'étais Éléonore de Rochebrune. Ma famille était connue à Lyon. Nous avions des propriétés, des affaires, un nom de famille qui ouvrait des portes. Mais dans les années 70, mon père a pris de mauvaises décisions. Il a investi dans des affaires risquées, il a fait confiance aux mauvaises personnes, et en quelques années, tout s'est effondré. La faillite a été publique, humiliante, brutale. Mon père s'est pendu dans son bureau. Ma mère est morte de chagrin 2 ans plus tard. Et moi, à 22 ans, j'ai décidé de disparaître. J'ai changé de ville, j'ai pris seulement le nom de Vaucelin quand je me suis mariée. J'ai vécu une vie simple, sans attirer l'attention. Mais avant que tout ne s'effondre, avant la faillite, ma mère a transféré certaines participations à mon nom. Des actions, de vieux contrats, des signatures dans des entreprises qui ont survécu et qui ont grandi au fil des décennies. Elle a fait ça en secret, pour me protéger. Et j'ai gardé ces documents dans une enveloppe scellée, cachée derrière un faux fond dans une vieille commode que j'avais apportée de Lyon. Pendant 50 ans, je n'y ai jamais touché. Je n'en ai jamais eu besoin. Ou plutôt, je n'ai jamais voulu en avoir besoin. Parce qu'utiliser cet argent signifiait admettre qui j'étais. Et je ne voulais pas être cette personne. Je voulais juste être mère. Juste Éléonore. Mais maintenant, assise sur ce banc à la gare, en regardant la vieille valise et la rue vide, j'ai compris que je n'avais plus besoin de me cacher. Que vivre petite ne m'avait pas rendue meilleure. Que tout sacrifier pour mon fils ne lui avait pas appris à me valoriser. Ça lui avait juste appris qu'il pouvait me jeter. J'ai pris le bus pour Lyon. Pendant les 2 heures de trajet, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le paysage changer. Les montagnes d'Auvergne laissant place aux collines du Rhône, les petites maisons d'Issoire disparaissant,
la grande ville s'approchant. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne ressentais pas depuis longtemps, de l'anticipation, pas de la vengeance, pas de la confrontation, mais un nouveau départ. Quand je suis arrivée à Lyon, je suis allée directement aux banques Rothschild & Compagnie, rue de la République. C'était une banque ancienne, discrète, où ma mère gardait les comptes de la famille. Je suis entrée avec ma vieille valise, mon manteau usé, mon visage fatigué, et j'ai demandé à parler avec le directeur. La réceptionniste m'a regardée avec méfiance, mais quand j'ai donné mon nom complet, Éléonore Vaucelin de Rochebrune, elle a hésité. Elle a vérifié dans le système. Et elle m'a demandé d'attendre dans le salon VIP. 15 minutes plus tard, le directeur est apparu. Monsieur Bérard, un homme d'environ 60 ans, cheveux grisonnants, costume impeccable. Il m'a regardé avec surprise, mais aussi avec respect, parce que le nom Rochebrune signifiait encore quelque chose là-bas. Il m'a accompagné jusqu'à une salle privée, m'a offert du café, a demandé comment il pouvait m'aider. J'ai expliqué que je devais accéder aux actifs qui étaient à mon nom depuis 1973. Il a vérifié, et il a confirmé, les participations avaient grandi. Les entreprises avaient prospéré. Et ce que ma mère m'avait laissé, après 5 décennies de valorisation, totalisait un peu plus de 7 millions d'euros. J'ai demandé qu'il prépare la documentation, qu'il organise les transferts, qu'il rende tout accessible. Et pendant qu'il travaillait, je suis restée assise dans cette salle silencieuse, en regardant par la fenêtre l'animation de la rue, en pensant à comment la vie fait des tours étranges. Mathis a gagné à la loterie et a pensé qu'il était enfin quelqu'un. Mais moi, qui ai vécu des décennies en faisant semblant d'être personne, j'ai toujours été quelqu'un. J'ai juste choisi de ne pas l'être. Vous qui m'écoutez maintenant, vous ne savez pas encore comment cette histoire se termine. Mais peut-être que vous ressentez déjà ce que j'ai ressenti dans cette salle. Que parfois, la plus grande force n'est pas de crier, c'est de savoir attendre. Et si vous aimez cette histoire, si vous ressentez quelque chose de similaire à ce que j'ai ressenti, laissez un like sur cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous? Je veux savoir si cette histoire touche des cœurs ailleurs aussi. Et abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui vient ensuite va vous surprendre. J'ai passé 3 jours à Lyon. Je me suis installée dans un hôtel modeste, j'ai organisé des documents, j'ai signé des papiers, et le 3e jour, Monsieur Bérard m'a informé que tout était prêt. J'avais un accès total à mes actifs. Je pouvais faire ce que je voulais. Et c'est ce même jour que Mathis a décidé d'aller à la banque. Il avait pris rendez-vous avec son gestionnaire de compte, dans une autre banque, plus moderne, plus orientée vers les nouveaux clients. Il voulait retirer une partie du prix de la loterie en espèces. Il voulait sentir le poids des billets. Il voulait expérimenter la sensation d'être riche. Mais quand il est arrivé là-bas, il a découvert que pour des montants élevés, il aurait besoin d'une autorisation spéciale, d'une réunion avec des directeurs seniors, de documentation supplémentaire. Et le gestionnaire a suggéré qu'il aille aux banques Rothschild, où ils avaient de l'expérience avec les grandes fortunes. Mathis a accepté. Et il y est allé, en milieu d'après-midi ce jeudi, 4 jours après m'avoir expulsé de chez moi. Il est entré confiant, en riant fort, en faisant des blagues avec le gardien, en traitant la réceptionniste avec cette fausse sympathie de celui qui se croit supérieur. Il a demandé à parler avec quelqu'un d'important, parce que lui, après tout, était un client important maintenant. Et il a été dirigé vers la salle d'attente, la même salle où j'étais, parce que Monsieur Bérard m'avait appelé pour signer les derniers documents avant de finaliser les transferts. Mathis est entré dans la salle et m'a vu. Assise dans le fauteuil en cuir, avec une tasse de café devant moi, en train de parler calmement avec le directeur, qui me traitait avec une déférence que mon fils n'avait jamais vu quelqu'un me témoigner. Il s'est arrêté. Il s'est figé. Le sourire est mort sur son visage. Et pendant quelques secondes, il m'a juste fixé, comme s'il voyait un fantôme. Monsieur Bérard s'est levé, a tendu la main à Mathis et a dit « Monsieur Vaucelin, je présume, je suis Monsieur Bérard. Mais pardonnez-moi, je dois terminer ici avec Madame de Rochebrune avant de vous recevoir. C'est juste quelques minutes. » Mathis n'a pas répondu. Il a juste continué à me regarder. Et quand Monsieur Bérard s'est rassis à côté de moi, en prenant les documents que je venais de signer, en disant à voix haute « Alors, tout est en ordre, madame.
Les transferts seront finalisés demain. 7 240 000 € seront totalement accessibles sur votre compte principal. » C'est à ce moment-là que Mathis a vacillé. Il a fait 2 pas en arrière, il s'est accroché au bord d'une table, il a essayé de dire quelque chose, mais il n'a pas pu. Son visage est devenu pâle, ses yeux écarquillés, sa respiration courte. Et puis, il s'est simplement effondré. Il s'est évanoui là même, sur le sol de cette salle silencieuse, pendant que le directeur courait pour appeler l'équipe de sécurité et que je restais assise, immobile, en regardant mon fils étendu par terre comme une poupée de chiffon. Mais ce que Mathis ne savait pas, ce qu'il ne découvrirait qu'après, c'est que je n'étais pas là par hasard, et que cet évanouissement n'était que le début d'une révélation bien plus grande. Mathis a repris conscience quelques minutes plus tard. 2 agents de sécurité l'ont aidé à s'asseoir sur une chaise, lui ont offert de l'eau, ont demandé s'il avait besoin d'un médecin. Il a refusé d'un geste de la main, mais sa voix tremblait quand il a murmuré qu'il allait bien. Il ne pouvait pas détacher son regard de moi. Je le voyais essayer de comprendre, essayer de reconstituer quelque chose qui n'avait aucun sens dans son esprit. Sa mère, la vieille Éléonore, celle qu'il venait de mettre à la porte avec 5 000 € comme si c'était une générosité extraordinaire, était assise dans une salle VIP d'une banque prestigieuse, traitée comme une cliente de première classe, signant des documents qui parlaient de millions d'euros avec une tranquillité déconcertante. Monsieur Bérard, avec cette discrétion professionnelle que seuls les banquiers d'une certaine génération possèdent, m'a regardé et m'a demandé à voix basse si je souhaitais qu'il reporte la réunion avec mon fils à un autre jour, compte tenu des circonstances inhabituelles. Je lui ai répondu que non, avec un calme qui m'a surprise moi-même, que c'était bien ainsi, que je finirais de signer les papiers restants et que je partirais ensuite. Il a hoché la tête, respectueux, et a continué à préparer les derniers documents pendant que Mathis, encore pâle et chancelant sur sa chaise, tentait de rassembler ses esprits. Mon fils a essayé de se lever à plusieurs reprises, ses jambes refusant de le porter correctement. Il voulait dire quelque chose, poser des questions, exiger des explications, mais sa voix sortait rauque, cassée, comme s'il avait couru un marathon. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Comment? Pourquoi ?» Les mots ne formaient pas de phrases cohérentes. Il me regardait comme si j'étais une étrangère, comme si la femme qu'il avait connue toute sa vie venait de se transformer en quelqu'un de totalement différent. Je ne lui ai pas répondu immédiatement. Je ne me suis pas précipitée pour le rassurer, pour lui expliquer, pour justifier ma présence. J'ai pris mon temps. J'ai terminé de signer le dernier document avec soin. J'ai relu les conditions une dernière fois. J'ai posé le stylo sur la table avec une précision délibérée. Puis j'ai refermé le dossier, j'ai remercié M. Bérard pour sa patience, son professionnalisme et sa discrétion pendant toutes ces années où mes actifs étaient restés dormants. Et seulement alors, seulement après avoir accompli ce que j'étais venu faire, je me suis levée lentement. J'ai pris mon sac à main usé, qui contrastait tellement avec l'élégance de cette salle, et j'ai regardé mon fils, pas avec colère, pas avec tristesse, pas même avec déception, avec une tranquillité profonde que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si un poids que je portais depuis des décennies venait enfin de se détacher de mes épaules. Je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Mathis, je reprends ma vie, je reprends ma dignité, je reprends qui j'ai toujours été, mais que j'avais choisi d'oublier. Il a essayé de se lever, s'accrochant au dossier de la chaise, mais ses jambes tremblaient encore violemment. Son visage était une mixture de confusion, de choc et de quelque chose qui ressemblait vaguement à de la honte, bien qu'encore très superficielle. Mais cet argent, d'où? Comment? Je ne comprends pas. Sa voix se brisait entre chaque mot, comme si la réalité qu'il découvrait était trop lourde pour être articulée. Je ne lui devais aucune explication. Je ne lui devais plus rien. Après tout ce que j'avais donné, tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais été pour lui pendant près de 40 ans, je ne lui devais absolument rien. Mais quelque chose en moi, peut-être cette part de mère qui ne meurt jamais complètement, même face à la pire des trahisons, décida de lui donner au moins une partie de la vérité. Pas toute, pas encore.
juste assez pour qu'il commence à comprendre l'ampleur de son erreur. Ma famille avait de l'argent avant que tu naisses, Mathis, bien avant que je rencontre ton père. Nous étions quelqu'un à Lyon. Les Roches Brunes n'étaient pas juste un nom, c'était une histoire, un héritage, une position sociale. Quand tout s'est effondré dans les années 70, quand mon père a perdu tout ce qu'il avait construit, quand la faillite nous a humiliés publiquement, ma mère a eu la sagesse et la prévoyance de protéger une partie des biens en les transférant à mon nom. Elle l'a fait en secret, avec l'aide de quelques avocats loyaux, pour que j'aie quelque chose si jamais j'en avais besoin un jour. Mathis écoutait, bouche ouverte, les yeux fixés sur moi, comme s'il me voyait pour la première fois de sa vie. Je continuais, ma voix restant calme mais ferme. Je n'ai jamais touché à cet argent. Pendant 50 ans, je n'y ai jamais touché. Je ne voulais pas. Je voulais vivre simplement. Je voulais être juste ta mère. Pas une femme riche, pas une héritière, pas quelqu'un qui vivait sur la fortune familiale. Je voulais construire ma vie avec mes propres mains, élever mon fils avec des valeurs de travail, d'humilité, de respect. Je voulais que tu apprennes que la dignité ne vient pas de ce qu'on possède, mais de qui on est. Je fis une pause, laissant mes mots pénétrer dans son esprit confus. Mais visiblement, j'ai échoué dans cette mission. Parce que toi, mon fils, dès que tu as eu un peu d'argent, la première chose que tu as faite a été de jeter ta propre mère à la rue comme si elle était un déchet. Tu n'as pas pensé à tout ce que j'avais fait pour toi. Tu n'as pas pensé aux sacrifices, aux nuits blanches, aux repas que j'ai sautés pour que tu puisses manger. Tu as juste pensé que maintenant que tu avais de l'argent, tu n'avais plus besoin de moi. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Mathis, silencieuses au début, puis de plus en plus abondantes. Il essaya de parler, d'articuler quelque chose qui ressemblait à des excuses, mais je levai doucement ma main pour l'interrompre. « Non, Mathis, pas maintenant, pas ici. Tu as fait ton choix. Tu as montré qui tu étais vraiment quand tu as pensé avoir le pouvoir de décider de ma vie. Et maintenant, c'est moi qui décide de la mienne. Pour la première fois depuis très très longtemps. » Je me dirigeais vers la porte de la salle, mais pas mesurée, ma posture droite malgré mon âge et ma fatigue. Monsieur Bérard se leva par respect, un geste que je remarquais et appréciais silencieusement. Mais avant de franchir le seuil, je me retournai une dernière fois vers mon fils. Au fait, Mathis, les 7 millions dont Monsieur Bérard a parlé, ce n'est que le début. Il y a aussi la propriété familiale que nous avons découverte dans les archives. Et d'autres choses que tu ne sais pas encore. Mais tu sais quoi? Rien de tout ça ne m'a jamais rendue heureuse. Ce qui m'aurait rendue heureuse, c'était d'avoir un fils qui me regardait avec amour et respect, pas avec mépris et impatience. Je sortis de cette salle sans attendre sa réponse, traversai le hall de la banque avec une assurance nouvelle, et quand je franchis les grandes portes vitrées donnant sur la rue de la République, je sentis le vent frais de Lyon me caresser le visage comme une bénédiction. Les passants marchaient rapidement, absorbés dans leur vie, et moi, pour la première fois en 50 ans, je respirais librement, profondément, comme si mes poumons découvraient enfin ce que signifiait l'oxygène pur de la liberté. Pendant les jours qui suivirent, je commençais à organiser ma nouvelle vie avec une détermination que je ne me connaissais pas. J'achetais un appartement lumineux dans le 6e arrondissement, près du parc de la Tête d'Or, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle toute la journée, un balcon où je pouvais prendre mon café le matin en regardant les arbres centenaires du parc, un espace qui était véritablement à moi, sans souvenirs douloureux, sans fantômes du passé. C'était un appartement modeste selon les standards de ma nouvelle situation financière, mais c'était exactement ce que je voulais. Un lieu de paix, pas d'ostentation. Je m'inscrivis à des cours de peinture à l'aquarelle dans un petit atelier sur les pentes de la Croix-Rousse, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais eu le temps ni l'argent pour m'offrir. Le professeur était une femme charmante d'une 60aine d'années, qui ne posa aucune question sur mon passé et m'accueillit simplement comme une nouvelle élève avec le même enthousiasme qu'elle montrait à tous. Pour la première fois, j'étais juste Éléonore, pas la mère de Mathis, pas la pauvre veuve, juste moi. Je commençais aussi à voyager, d'abord timidement, puis avec plus d'assurance. Paris fut ma première destination. Cette ville que j'avais rêvé de visiter pendant des décennies
mais que je n'avais jamais eu les moyens d'explorer correctement. Je marchais le long de la Seine, visitais le Louvre sans me presser, m'assis dans les jardins du Luxembourg en regardant les enfants jouer avec leurs bateaux miniatures dans le bassin. Puis ce fut Bordeaux, avec ses vignobles et son architecture majestueuse. Marseille, avec la Méditerranée qui s'étendait à l'infini. Nice, avec sa promenade des Anglais qui m'a rappelé que la beauté existe encore dans ce monde. De petits voyages, sans précipitation, sans itinéraire serré, juste pour sentir que le monde était bien plus vaste que les murs étroits de ma vie à Issoire. Mais malgré cette liberté nouvelle, malgré cette vie qui s'ouvrait enfin devant moi, il y avait un vide, une absence, celle de mon fils. Pas le Mathis qui m'avait expulsé, mais le petit garçon qui riait dans mes bras, l'adolescent qui partageait ses rêves avec moi, l'homme que j'avais espéré qu'il devienne, mais qu'il n'était jamais devenu. Mathis essaya de me contacter. Au début, ce furent des messages textes brefs, maladroits, remplis de fautes d'orthographe, tant ses doigts tremblaient en les écrivant, je suppose. « Maman, s'il te plaît, réponds-moi. Je dois te parler. Je suis désolée. » Des phrases courtes qui ne disaient rien de substantiel. Puis vinrent les emails, plus longs, plus élaborés, où il essayait d'expliquer sa confusion, son choc, sa prise de conscience progressive. Il me suppliait de lui accorder une chance de s'expliquer, de se racheter, de comprendre. Au début, j'ignorais tout. J'effaçais les messages sans les lire complètement. Je supprimais les emails après avoir parcouru les premières lignes. Parce que j'avais besoin de temps, j'avais besoin d'espace. J'avais besoin de me retrouver avant de pouvoir envisager de le retrouver, lui. Puis, après 2 semaines de silence de ma part, après que les messages de Mathis soient devenus de plus en plus désespérés, de plus en plus sincères dans leur ton, je décidai de répondre. Pas par faiblesse, pas parce que j'avais pardonné, mais parce que j'avais quelque chose à lui dire. Quelque chose d'important que je devais exprimer en face, pas à travers un écran ou un téléphone. Nous nous rencontrâmes dans un café tranquille près de la Saône, un endroit discret avec des tables en bois ancien et une atmosphère feutrée qui invitait à la conversation intime. Il arriva 20 minutes avant l'heure prévue, je le vis à travers la vitrine, assis à une table du fond, nerveux, les mains tremblantes autour de sa tasse de café qu'il ne buvait pas. Quand j'entrai et qu'il me vit, il se leva brusquement, renversant presque sa tasse, les yeux rougis comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Quand je m'assis en face de lui, il ne savait pas comment commencer. Il ouvrait la bouche, la refermait, cherchait ses mots comme un enfant pris en faute. Finalement, dans un souffle rempli d'émotion, il dit « Maman, je suis tellement désolé, je ne savais pas. Je pensais que… » Sa voix se brisa complètement. Je levai ma main doucement, avec cette même tranquillité que j'avais trouvée à la banque, l'interrompant avant qu'il ne continue. « Mathis, tu pensais que j'étais faible, que j'étais pauvre, que je dépendais de toi. Et quand tu as eu de l'argent, quand tu as senti que tu avais enfin du pouvoir, tu as pensé que tu pouvais me jeter comme on jette un vieux meuble qui ne sert plus à rien. Ce n'est pas l'argent qui te manquait, mon fils. C'est la considération, c'est le respect, c'est l'amour véritable, celui qui ne dépend pas de ce que l'autre possède ou peut apporter. » Il baissa la tête, les larmes coulant maintenant silencieusement mais abondamment sur ses joues, tombant dans son café froid. « Je ne peux pas changer ce que j'ai fait. Je ne peux pas effacer la douleur que je t'ai causée. Mais je veux. Je veux essayer de réparer. Je veux devenir l'homme que tu méritais d'avoir comme fils. Je ne sais pas comment, mais je veux essayer. » Je le regardais longuement, étudiant son visage, cherchant dans ses yeux quelque chose qui ressemblerait à une compréhension authentique, pas juste du regret superficiel né de la honte d'avoir été démasqué. Et je vis, dans la façon dont ses épaules s'affaissaient, dans la manière dont il évitait mon regard par moments, puis le cherchait désespérément l'instant d'après, quelque chose qui ressemblait à du regret sincère. Pas encore de la compréhension profonde peut-être, pas encore une transformation complète, mais au moins une reconnaissance honnête de sa faute, un début de prise de conscience. « Mathis, je ne te déteste pas. Tu es mon fils. Tu le seras toujours, rien ne peut changer ce lien biologique et tout ce que nous avons partagé pendant tant d'années. Mais notre relation ne peut plus jamais être ce qu'elle était.
Tu m'as montré que mon amour n'avait pas de valeur pour toi, que ma présence était juste une habitude, une commodité. Et maintenant, c'est à toi de me montrer, non pas avec des mots, mais avec des actions concrètes sur la durée. Si tu peux vraiment apprendre à valoriser les personnes au-delà de ce qu'elles possèdent, au-delà de ce qu'elles peuvent t'apporter matériellement. Il pleura ouvertement, sans retenue, comme je ne l'avais pas vu pleurer depuis qu'il était enfant et qu'il était tombé de vélo en se blessant le genou. Et je le laissais pleurer. Parce que c'était nécessaire. Parce que la douleur, parfois, souvent même, est le seul chemin véritable vers la transformation authentique, vers le changement profond qui compte vraiment. Nous restâmes assis là pendant plus d'1 heure, parlant peu, mais présents l'un à l'autre d'une manière qui n'avait pas existé depuis des années. Et quand je me levai pour partir, il ne me retint pas. Il comprit que je devais partir, que j'avais besoin d'espace, que la reconstruction, si elle devait avoir lieu, prendrait du temps, beaucoup de temps. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que quelques jours plus tard, quelque chose d'absolument inattendu se produisit. Quelque chose qui allait changer notre relation d'une façon que ni lui ni moi n'aurions pu prévoir. Un matin, alors que je prenais mon café sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant les premiers rayons du soleil filtrer à travers les branches des arbres du parc de la Tête d'Or, j'entendis la sonnette. C'était inhabituel à cette heure matinale, à peine 7 heures. Quand j'ouvris la porte, je trouvai un coursier en uniforme qui me tendit une enveloppe épaisse, de qualité, avec mon nom écrit à la main sur le devant. L'écriture était tremblante, irrégulière, mais immédiatement reconnaissable. C'était celle de Mathis. Je signai le reçu, remerciai le coursier et retournai sur mon balcon avec l'enveloppe. Je la tins dans mes mains pendant plusieurs minutes avant de l'ouvrir, sentant son poids, me demandant ce qu'elle contenait. Finalement, avec précaution, je décachetai l'enveloppe et en sortis plusieurs feuilles de papier couvertes de l'écriture manuscrite de mon fils. Maman, je sais que les mots ne suffisent pas. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable et qu'aucune lettre, aussi longue soit-elle, ne pourra effacer la douleur que je t'ai causée. Mais je veux que tu saches que depuis notre conversation dans ce café, depuis le moment où je t'ai vu à cette banque, depuis l'instant où j'ai compris qui tu étais vraiment et ce que j'avais fait, je n'ai pas arrêté de penser. À tout. À toi. À tout ce que tu as fait pour moi pendant toute ma vie. À tout ce que je t'ai fait subir en retour. J'ai passé des nuits blanches à me remémorer chaque moment. Chaque fois où tu t'es levé avant l'aube pour préparer mon petit déjeuner. Chaque fois où tu as raccommodé mes vêtements au lieu d'en acheter des neufs parce que tu n'en avais pas les moyens. Chaque fois où tu m'as regardé avec fierté quand j'accomplissais quelque chose, même la plus petite réussite. Et comment est-ce que j'ai répondu à tout cet amour inconditionnel, en te jetant à la rue comme si tu étais un fardeau dont je voulais me débarrasser. J'ai réalisé quelque chose de terrible, maman. Gagner à la loterie ne m'a pas rendu riche. Ça m'a juste montré à quel point j'étais pauvre. Pauvre en humanité. Pauvre en gratitude. Pauvre en tout ce qui compte vraiment dans la vie. J'avais 4,5 millions d'euros. Et pourtant j'étais le plus misérable des hommes. Parce que j'étais prêt à abandonner la seule personne qui m'avait aimé inconditionnellement. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande même pas de me pardonner, parce que je ne suis pas sûre de mériter ton pardon. Je veux juste que tu saches que je vais changer. Pas pour toi. Pour moi. Parce que je ne veux plus être l'homme que j'étais. Je ne veux plus être quelqu'un qui mesure la valeur des gens à ce qu'ils possèdent. Je veux devenir quelqu'un dont tu pourrais être fier, même si cela prend le reste de ma vie. Ton fils qui t'aime et qui regrette profondément, Mathis. Dans l'enveloppe, il y avait aussi un chèque de 100 000 euros. Avec un petit mot attaché, je sais que ce n'est rien comparé à ce que tu as. Je sais que tu n'en as pas besoin. Mais c'est tout ce que je peux offrir pour montrer que je ne veux plus de cet argent s'il signifie perdre ce qui compte vraiment. S'il te plaît, utilise-le pour quelque chose qui te rend heureuse ou donne-le à une œuvre de charité. Je veux juste que tu saches que l'argent n'a plus la même signification pour moi. Je restais assise là pendant longtemps, tenant cette lettre d'une main et ce chèque de l'autre, sentant quelque chose de profondément complexe remuer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie pure,
Ce n'était pas non plus de la tristesse. C'était quelque chose de plus nuancé, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir mélangé à de la prudence, à de la compassion tempérée par la méfiance. Un espoir fragile, comme une jeune pousse qui commence à percer à travers le sol gelé après un long hiver, mais qui pourrait encore être détruite par une gelée tardive. Je pris le chèque et, lentement, délibérément, je le déchirai en petits morceaux. Non pas avec colère, mais avec calme. Parce que je n'avais pas besoin de son argent. Parce que accepter ce chèque aurait signifié que notre relation pouvait être réparée avec de l'argent. Et c'était exactement le problème à la base de tout ce qui s'était passé. Mais je gardais la lettre. Je la pliais soigneusement et la rangeais dans le tiroir de ma table de nuit. Parce que c'était la première fois en très, très longtemps qu'il me voyait vraiment. Pas comme une fonction, pas comme une mère qui devait servir ses besoins, mais comme une personne avec des sentiments, une histoire, une dignité propre. Les semaines passèrent, s'écoulant doucement comme l'eau de la Saône que je pouvais voir de mon balcon. Mathis et moi commençâmes à nous voir de temps en temps. Des rencontres courtes au début, sans pression, sans attente démesurée. Un café rapide dans un bistrot du quartier. Une promenade silencieuse au parc, marchant côte à côte sans nécessairement parler beaucoup, juste en appréciant la présence de l'autre. Des conversations où, petit à petit, millimètre par millimètre, il commença à poser des questions différentes. Il ne posait plus de questions sur l'argent, sur les montants, sur les investissements. Il posait des questions sur moi, sur ma vie avant lui, sur mes rêves d'adolescente que j'avais dû abandonner, sur ce que j'avais ressenti quand son père était mort, sur comment j'avais trouvé la force de continuer, sur mes peurs, mes espoirs, mes regrets. Et je lui racontais. Pas tout d'un coup, parce que 50 ans de silence ne se brisent pas en quelques conversations. Mais par morceaux, comme on reconstruit une mosaïque ancienne, pièce par pièce, révélant lentement l'image complète. Il me parla aussi de sa fille, Léa, avec une émotion nouvelle dans la voix. Elle avait maintenant 15 ans, me dit-il, et elle était magnifique, intelligente, curieuse de tout. Chloé, son ex-femme, après des mois de négociations et de thérapie familiale, avait finalement accepté qu'il reprenne un contact régulier avec elle, à condition qu'il prouve sa stabilité et son engagement. Et Mathis voulait désespérément que je la rencontre. Elle a besoin de savoir qui tu es, maman, la vraie toi, pas celle que je lui ai décrite pendant des années, cette grand-mère lointaine et insignifiante. Elle mérite de connaître la femme extraordinaire que tu es vraiment. Ces mots me touchèrent profondément, d'une manière que je n'avais pas anticipée. L'idée de rencontrer ma petite fille, de créer un lien avec elle, remplissait mon cœur d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Nous organisâmes donc cette rencontre avec soin, choisissant un endroit neutre, agréable, qui ne serait intimidant ni pour elle ni pour moi. Cette rencontre eut lieu un samedi après-midi ensoleillé, dans un salon de thé élégant près de la place Bellecour, un endroit avec des nappes blanches immaculées, des pâtisseries délicates exposées dans une vitrine étincelante et une atmosphère douce qui invitait à la conversation tranquille. Léa arriva accompagnée de Mathis et dès que je la vis franchir la porte, mon cœur se serra. Elle était effectivement magnifique, avec les yeux noirs expressifs de son père, mais quelque chose dans son sourire qui me rappelait ma propre mère, une ressemblance transgénérationnelle que je n'attendais pas. Elle portait une robe simple mais jolie, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée qui lui donnait un air à la fois juvénile et élégant. Elle me regarda avec curiosité, mais sans la méfiance que j'avais redoutée. Il y avait dans son regard une innocence mêlée d'intelligence, une capacité d'observation qui me dit qu'elle était quelqu'un de spécial. Mathis fit les présentations avec une nervosité touchante, comme un enfant qui présente ses parents lors d'une rencontre importante à l'école. Nous nous assîmes à une table près de la fenêtre, d'où nous pouvions voir les passants sur la place, et nous commandâmes du thé et des pâtisseries. Au début, la conversation fut un peu hésitante, chacun cherchant ses mots. Mais rapidement, miraculeusement, nous trouvâmes notre rythme. Léa me parla de son école, du lycée où elle étudiait, de ses passions pour la littérature et le théâtre.
Elle me raconta comment elle avait joué Antigone dans une production scolaire et comment cette expérience l'avait transformée, lui donnant confiance en elle. Je l'écoutais avec une attention totale, posant des questions, m'intéressant vraiment à ce qu'elle disait. Et je vis dans ses yeux qu'elle appréciait cette attention authentique. Elle me posa aussi des questions, avec cette franchise directe que seuls les adolescents possèdent vraiment. « Grand-mère, pourquoi on ne s'est jamais rencontrés avant ? Papa dit que c'était compliqué, mais qu'est-ce qui était si compliqué ?» Mathis intervint rapidement, mal à l'aise, essayant d'expliquer, mais je posai doucement ma main sur son bras pour le calmer. « C'est une bonne question, Léa, et tu mérites une réponse honnête. La vérité, c'est que ton père et moi avons eu des différences, des incompréhensions qui ont pris beaucoup de temps à résoudre. Mais ce n'était pas de ta faute, et ce n'était pas parce que je ne voulais pas te connaître. Au contraire, j'ai toujours voulu faire partie de ta vie. Et maintenant, enfin, je peux. » Nous parlâmes pendant des heures, bien plus longtemps que prévu. Le salon de thé commença à se vider, les autres clients partant, et nous étions toujours là, perdus dans notre conversation. Léa me raconta ses peurs concernant l'avenir, ses incertitudes sur ce qu'elle voulait faire de sa vie, ses rêves de peut-être devenir écrivaine ou journaliste. Je lui parlais de mes propres rêves oubliés, de la peinture que je n'avais commencé à pratiquer que récemment, de tous ces voyages que je n'avais jamais faits et que je découvrais maintenant. Et à la fin, alors que nous nous levions pour partir, que le serveur nous regardait avec un sourire indulgent en attendant que nous libérions la table, Léa s'approcha de moi et spontanément, sans que personne ne le lui demande, elle me serra dans ses bras. Un vrai câlin, chaleureux, sincère, qui dura plusieurs secondes. Et elle murmura contre mon épaule, sa voix légèrement tremblante d'émotion. « Grand-mère, je suis tellement, tellement contente de te connaître enfin. J'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. Et maintenant je sais ce que c'était. C'était toi. » Mon cœur se brisa et se répara en même temps, dans un instant de pure émotion que je n'oublierai jamais. Je sentis les larmes monter à mes yeux, mais c'étaient des larmes de joie, de gratitude, de connexion retrouvée. Mais ce qui vint ensuite changea absolument tout, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Un mois environ après cette rencontre mémorable avec Léa, alors que je commençais à tisser un vrai lien avec ma petite fille à travers des visites régulières et de longues conversations téléphoniques le soir, Monsieur Bérard m'appela à mon appartement. Il avait quelque chose d'important à me dire, quelque chose qu'il préférait m'annoncer en personne. Son ton était grave, mais aussi excité d'une manière professionnelle contenue, ce qui piqua immédiatement ma curiosité. Quand j'arrivai à la banque le lendemain matin, il m'accueillit personnellement dans le hall, un geste inhabituel qui me fit comprendre que c'était vraiment sérieux. Il me conduisit à son bureau privé, une pièce somptueuse avec des boiseries anciennes et des tableaux de maîtres au mur, et m'offrit un café préparé par sa secrétaire. Puis, il s'assit derrière son bureau massif, sortit un dossier épais et me regarda avec une expression mêlée de respect et d'anticipation. « Madame de Rochebrune, commença-t-il, ces dernières semaines, à votre demande, nous avons entrepris une analyse approfondie de tous les documents anciens concernant votre famille. Nous voulions nous assurer qu'il n'y avait aucun actif oublié, aucune propriété perdue dans les méandres administratifs de la faillite des années 70. Et nous avons découvert quelque chose de très significatif. » Il ouvrit le dossier et en sortit des documents jaunis par le temps, des actes notariés, des plans cadastraux. « Il y a une propriété, madame. Une grande propriété dans la région de Beaujolais, près du village de Juliénas. Elle était au nom de votre grand-père paternel, Auguste de Rochebrune. Après la faillite, cette propriété a été oubliée dans les archives. Probablement parce qu'elle était grevée d'hypothèques et considérée comme sans valeur à l'époque. Mais légalement, techniquement, elle vous appartient toujours. Elle n'a jamais été saisie, jamais été vendue. Elle est restée là, abandonnée, pendant plus de 50 ans. Je restais sans voix, littéralement incapable de former des mots. Une propriété. Un domaine que je ne savais même pas posséder, dont je n'avais jamais entendu parler dans les conversations familiales de mon enfance. Monsieur Bérard continua, consultant ses documents avec soin. « C'est un vignoble, madame. Un ancien vignoble qui produisait autrefois du Beaujolais de qualité.
Il a été abandonné depuis des décennies, bien sûr. Les vignes sont devenues sauvages, les bâtiments sont en état de délabrement avancé. Mais le terrain lui-même, les structures, les caves souterraines, tout est encore là, avec une restauration appropriée, avec des investissements significatifs, mais tout à fait réalisables, étant donné vos ressources actuelles, cela pourrait redevenir quelque chose de vraiment remarquable. Il me tendit des photographies récentes que ses collaborateurs avaient prises lors d'une visite sur site. Je les regardais une par une, découvrant des images de vignes enchevêtrées, d'une vieille maison en pierre aux volets tombants, de bâtiments annexes couverts de lierre, de chemins envahis par la végétation. C'était à la fois triste et magnifique, comme un château de la Belle au bois dormant attendant d'être réveillé. Je visitais la propriété la semaine suivante, accompagné de Monsieur Bérard et d'un expert en restauration de bâtiments anciens qu'il avait recommandé. Nous prîmes la route tôt le matin, traversant les paysages vallonnés du Beaujolais qui devenaient de plus en plus beaux à mesure que nous approchions. Quand nous arrivâmes enfin au domaine, quand je descendis de la voiture et posai mes pieds sur cette terre qui appartenait à mes ancêtres, je sentis quelque chose d'étrange et de puissant me traverser. C'était un endroit magnifique, même dans son état d'abandon total. Des hectares et des hectares de vignes sauvages s'étendaient devant moi, leurs sarments entrelacés formant des sculptures naturelles. La vieille maison en pierre se dressait au sommet d'une petite colline, ses murs épais témoignant de générations de vie et d'histoire. Des arbres centenaires, des chênes et des châtaigniers encadraient la propriété, leurs branches formant des arches naturelles au-dessus des anciens chemins. En marchant dans ces terres oubliées, en touchant l'écorce rugueuse de ces arbres anciens, en sentant le vent porter l'odeur de la terre et des vignes sauvages, je sentis quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant. Quelque chose qui dépassait la simple satisfaction de posséder un bien immobilier. C'était une connexion profonde avec mon passé, avec mes racines, avec tout ce que j'avais perdu et que, peut-être, miraculeusement, je pouvais retrouver. Mes ancêtres avaient marché sur cette terre. Ils avaient cultivé ces vignes. Ils avaient vécu, aimé, rêvé dans cette maison. Et maintenant, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, leur héritage revenait à moi. Et c'est là, debout au milieu de ces vignes enchevêtrées, regardant le soleil filtrer à travers les feuilles, que je pris une décision qui allait changer non seulement ma vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Les travaux de restauration du domaine commencèrent 6 mois après ma découverte de cette propriété oubliée. 6 mois pendant lesquels j'avais obtenu tous les permis nécessaires, engagé les meilleurs artisans spécialisés dans la restauration de bâtiments historiques et surtout, clarifié dans mon esprit ce que je voulais vraiment faire de cet endroit. Ce n'était pas juste une question de restaurer une vieille maison de famille. C'était quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus significatif. Mathis travaillait dur sur le projet. Plus dur que je ne l'avais jamais vu travailler de toute sa vie. Il avait quitté son emploi au magasin de matériaux de construction, décidant de consacrer tout son temps et toute son énergie à ce domaine. Chaque matin, il se levait avant l'aube, conduisait depuis Lyon jusqu'à Juliénas et passait la journée entière aux côtés des ouvriers. Il aidait physiquement, portant des planches, déblayant les décombres, nettoyant les vieilles caves souterraines qui n'avaient pas été ouvertes depuis des décennies. Il apprenait les techniques de restauration, posait des questions incessantes aux artisans, prenait des notes, se salissait les mains d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Je le voyais changer sous mes yeux. Ses mains, autrefois douces et soignées, développaient des callosités. Son dos se redressait avec une fierté nouvelle, pas la fierté arrogante de quelqu'un qui possède de l'argent, mais la fierté humble de quelqu'un qui accomplit quelque chose de difficile et de significatif. Il ne parlait plus de son argent de la loterie. Il ne se vantait plus. Il ne cherchait plus à impressionner qui que ce soit. Il écoutait vraiment quand les gens parlaient. Il observait avec attention. Il apprenait à valoriser l'effort, le temps, les personnes pour ce qu'elles étaient et non pour ce qu'elles possédaient. Un jour d'automne particulièrement beau, alors que les feuilles des vignes commençaient à prendre ces teintes dorées et rougeâtres magnifiques caractéristiques du Beaujolais, nous déjeunions ensemble dans la vieille maison en pierre. Les ouvriers étaient partis pour leur pause déjeuner, et nous étions seuls, assis sur des caisses retournées qui servaient de sièges improvisés, partageant un simple repas de pain
de fromage et de fruits que j'avais apportés. Mathis regarda autour de lui, contemplant les murs partiellement restaurés, les poutres anciennes qui avaient été nettoyées et renforcées, les fenêtres neuves qui laissaient entrer une lumière généreuse. Puis il se tourna vers moi et je vis dans ses yeux quelque chose que je n'y avais pas vu depuis qu'il était enfant. Une paix profonde, une satisfaction authentique. « Maman, dit-il d'une voix douce mais ferme, je ne savais pas ce que c'était que d'être vraiment heureux. Pendant toute ma vie d'adulte, j'ai couru après quelque chose sans savoir exactement quoi. Je pensais que l'argent me donnerait ce bonheur, cette satisfaction que je cherchais. Je pensais qu'avoir plus, posséder plus, me rendrait enfin complet. Mais c'est ici, en faisant quelque chose qui aide les autres, en construisant quelque chose qui aura du sens au-delà de moi-même, que je me sens enfin entier, enfin en paix avec qui je suis. » Je lui pris la main, sentant la rugosité nouvelle de sa peau, témoignage de son travail acharné. Et pour la première fois depuis des années, depuis cette terrible journée où il m'avait expulsé, je sentis que j'avais vraiment retrouvé mon fils. Pas celui qu'il était avant, peut-être, mais quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui avait traversé les flammes de la honte et de la prise de conscience et en était ressorti transformé. Mais alors que tout semblait enfin se mettre en place, que notre relation se reconstruisait pierre par pierre, comme ce domaine ancien. Quelque chose d'absolument inattendu se produisit. Quelque chose qui allait révéler un dernier secret enfoui depuis des décennies et changer notre compréhension de toute notre histoire familiale. Pendant les travaux de rénovation intensive de la maison principale, alors que les ouvriers démolissaient un vieux mur intérieur pour créer un espace plus ouvert et lumineux, ils découvrirent une anomalie dans la structure, un espace vide derrière ce qui semblait être un mur plein. En l'ouvrant avec précaution, ils révélèrent l'entrée d'une vieille cave secrète, scellée depuis si longtemps que même les plans architecturaux que nous avions consultés n'en faisaient aucune mention. Le contremaître m'appela immédiatement. Quand j'arrivai sur place avec Mathis, nous descendîmes ensemble dans cette cave oubliée, nos lampes torches perçant l'obscurité épaisse qui régnait là depuis probablement plus d'un demi-siècle. L'air était vicié, chargé de l'odeur du temps qui passe, de la poussière accumulée, du bois ancien. À l'intérieur, nous trouvâmes des caisses en bois empilées contre les murs de pierre humide, couvertes d'une épaisse couche de poussière grise. Des bouteilles de vin anciennes, certaines encore intactes, alignées sur des étagères branlantes. Des outils de vinification d'une autre époque. Et au fond de cette cave étroite et basse de plafond, presque cachée derrière un pilier de soutènement, une petite malle en bois cerclée de métal terni par l'oxydation. Mathis et moi échangeâmes un regard chargé d'anticipation et d'appréhension. Nous transportâmes soigneusement cette malle à l'étage où la lumière du jour nous permettrait de mieux voir. Elle était verrouillée, mais le mécanisme ancien céda facilement après quelques manipulations prudentes. Et quand nous l'ouvrîmes enfin, ce que nous découvrîmes à l'intérieur allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur l'histoire de ma famille. Des lettres, des dizaines et des dizaines de lettres, soigneusement empilées, attachées en liasse avec de la ficelle qui s'effritait au toucher. Écrites à la main sur du papier jauni, à l'encre noire qui avait pâli mais resté lisible. Toutes adressées à moi. Toutes signées par ma grand-mère maternelle, Marguerite de Rochebrune. Datées de 1972, une année entière avant sa mort, avant que notre monde ne s'effondre complètement. Avec des mains tremblantes, je commençai à lire ces lettres dans l'ordre chronologique. Mathis s'assit à côté de moi, silencieux, respectueux, me laissant découvrir ces mots du passé à mon propre rythme. Et au fur et à mesure que je lisais, que les mots de ma grand-mère traversaient les décennies pour me toucher enfin, je sentis tout mon univers se réorganiser. Ma grand-mère savait. Elle savait depuis le début que la faillite approchait. Elle savait que tout allait s'effondrer. Mais contrairement à ce que j'avais toujours cru, contrairement à ce que tout le monde m'avait raconté, ce n'était pas à cause de mauvaises décisions de mon grand-père. C'était à cause d'une trahison. Dans ces lettres détaillées, écrites avec une clarté remarquable malgré la douleur évidente qui transparaissait entre les lignes,
Ma grand-mère racontait comment l'associé principal de mon grand-père, un homme nommé Édouard Ferrand, en qui la famille avait une confiance totale, avait méthodiquement manipulé les comptes de l'entreprise familiale pendant des années. Il avait détourné des fonds, créé de fausses dettes, falsifié des documents comptables, et quand tout avait explosé, quand les autorités avaient découvert les irrégularités financières, c'était mon grand-père qui avait porté toute la responsabilité publique. Ton grand-père, Auguste, écrivait ma grand-mère dans une lettre particulièrement poignante, datée de septembre 1972, ne s'est pas suicidé par honte de l'échec commercial, comme tout le monde le croit. Il s'est pendu parce qu'il connaissait la vérité. Il savait qu'Édouard l'avait trahi, qu'il avait volé la fortune familiale que nous avions mis des générations à bâtir. Mais il ne pouvait pas le prouver. Édouard avait tout détruit, tous les documents compromettants. Et plutôt que de vivre avec cette injustice, avec l'humiliation publique, d'être accusé d'incompétence alors qu'il avait été victime d'une fraude élaborée, ton grand-père a choisi de partir. C'était un homme fier, peut-être trop fier. Et cette fierté l'a tué. Les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant, tombant sur ces vieilles lettres, créant de petites taches sombres sur le papier ancien. Mathis, voyant mon émotion, passa doucement son bras autour de mes épaules, me soutenant silencieusement pendant que je continuais à lire. Ma grand-mère expliquait comment, avant de mourir elle-même, elle avait entrepris une enquête secrète et méthodique. Pendant des mois, malgré sa santé déclinante et son chagrin écrasant, elle avait rassemblé des preuves. Elle avait retrouvé des copies de documents que Ferrand croyait avoir détruits. Elle avait obtenu des témoignages écrits de comptables et d'employés qui avaient en vue des irrégularités, mais qui avaient eu trop peur de parler publiquement. Elle avait reconstitué patiemment le puzzle de la fraude, pièce par pièce, avec une détermination qui me coupait le souffle. Éléonore, ma chérie très chère, écrivait-elle dans sa dernière lettre, celle qui portait la date de sa mort, « Je ne sais pas si tu liras ceci un jour. Je ne sais pas si ces lettres te parviendront, si tu les trouveras dans cette cave où je les ai cachées avec tous les documents de preuve. Mais si tu les lis, si le destin fait que ces mots te parviennent, je veux que tu saches plusieurs choses essentielles. Notre famille n'a pas échoué par faiblesse, par incompétence ou par manque de jugement. Nous avons été détruits méthodiquement, délibérément, par la trahison d'un homme que nous considérions comme un ami, presque comme un membre de la famille. Cette trahison a coûté la vie à ton grand-père, et elle a brisé mon cœur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus continuer à battre. Mais je veux que tu saches, ma petite Éléonore, que tu portes un nom digne, un nom qui a du sens, un nom qui mérite d'être restauré et respecté. Ne laisse jamais, jamais personne te dire le contraire. Ne laisse jamais cette histoire fausse de notre prétendu échec définir qui tu es. Tu es une Rochebrune. Et les Rochebrunes ont toujours été des gens d'honneur, de travail acharné, de dignité. Si tu trouves ces lettres, utilise ces preuves. Pas pour la vengeance, car la vengeance ne ramènera pas ceux que nous avons perdus, mais pour la vérité. Pour que le nom de notre famille soit lavé, pour que l'histoire soit corrigée. C'est tout ce que je te demande. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire, ma chère petite fille. Et où que je sois quand tu liras ces mots, sache que je veille sur toi, que je suis fière de toi et que je crois en ta force. Ta grand-mère qui t'aime pour toujours, Marguerite. Je pleurais pendant longtemps, tenant ces lettres contre ma poitrine, sentant le poids de 50 ans de mensonges, de honte injustifiée, de douleurs inutiles. Mathis pleura aussi, comprenant l'énormité de ce que ces lettres signifiaient, comprenant que l'histoire de notre famille était bien plus complexe et tragique que ce qu'il avait jamais imaginé. Pendant toutes ces années, j'avais porté cette honte comme un fardeau invisible mais constant. J'avais vécu petite, cachée, discrète, parce que je croyais que ma famille avait failli, que nous avions échoué par nos propres fautes. Mais c'était un mensonge cruel qui avait façonné toute ma vie, toutes mes décisions, toute ma conception de qui j'étais. Dans les semaines qui suivirent cette découverte bouleversante, avec l'aide précieuse et l'expertise de M. Bérard, je contactais des avocats hautement spécialisés en droit successoral et en affaires juridiques anciennes. Je leur montrais les lettres de ma grand-mère,
Tous les documents de preuve qu'elle avait si méticuleusement rassemblés et cachés dans cette malle, attendant patiemment pendant un demi-siècle qu'ils soient découverts. Les avocats les examinèrent avec une attention professionnelle minutieuse. Ils consultèrent des experts en documents anciens pour vérifier leur authenticité. Ils recherchèrent dans les archives publiques, comparèrent les informations, reconstituèrent l'histoire financière de l'entreprise familiale. Et après plusieurs mois d'investigation approfondie, ils confirmèrent ce que ma grand-mère avait documenté. La fraude était réelle, les preuves étaient solides, et malgré le temps écoulé, il existait encore des recours légaux possibles. Édouard Ferrand, l'associé qui avait trahi mon grand-père, était mort depuis longtemps, emportant ses secrets et sa culpabilité dans la tombe. Mais sa famille avait hérité de la fortune considérable qu'il avait bâtie sur cette trahison, sur l'argent volé à ma famille. Et légalement, moralement, une partie substantielle de cet argent nous appartenait toujours, appartenait à la mémoire de ceux qui avaient été injustement accusés et déshonorés. Le procès qui s'ensuivit dura 8 longs mois éprouvants. Ce fut un processus compliqué, émotionnellement épuisant, rempli de complications juridiques, de contre-attaques de la part des héritiers Ferrand, qui refusaient d'accepter que leur richesse familiale avait des origines criminelles. Mais je persistais, non pas par avidité, car je n'avais pas besoin de plus d'argent, mais pour la reconnaissance. Pour que le nom de Rochebrune soit enfin lavé de cette tache injuste qui le souillait depuis un demi-siècle. Pour que mon grand-père, qui était mort en croyant que l'histoire le jugerait sévèrement, puisse enfin recevoir justice posthume. Mathis fut à mes côtés pendant chaque étape de ce processus long et difficile. Il assista à chaque audience au tribunal, même celles qui n'étaient que des formalités procédurales ennuyeuses. Il lut chaque document juridique, même les plus techniques et incompréhensibles. Il me soutint émotionnellement quand le poids de tout cela menaçait de m'écraser. Et je le vis se transformer encore davantage à travers cette épreuve. Il comprit profondément, viscéralement, que l'argent n'était pas juste une question de chiffres sur un compte bancaire ou de billets dans un portefeuille. C'était une question de dignité humaine, de justice morale, de mémoire et d'honneur familial. Il comprit que parfois, se battre pour l'argent n'est pas de la cupidité, mais une question de principe, de reconnaissance, de correction d'une injustice historique. Quand tout fut finalement terminé, après des mois de bataille juridique acharnée, le tribunal rendit son verdict. La fraude fut officiellement reconnue. Le nom de mon grand-père fut publiquement blanchi. Et une compensation financière de 3 millions d'euros fut accordée à notre famille en réparation du préjudice subi. Ce n'était pas pour l'argent lui-même que je me réjouis, mais pour la reconnaissance publique, officielle, que nous avions été victimes, pas coupables. Quand le jugement fut prononcé, Mathis et moi nous trouvions dans la salle d'audience bondée. Quand le juge lut les conclusions finales, reconnaissant la fraude et ordonnant la compensation, je sentis quelque chose se libérer en moi, quelque chose que j'avais porté toute ma vie, sans même en être pleinement consciente. Mathis me prit la main et la serra fort, et nous pleurâmes ensemble, non pas de tristesse, mais de soulagement profond, de justice enfin rendue, même tardivement. Mais ce qui suivit cette victoire juridique surprit probablement tout le monde, sauf peut-être Mathis qui commençait à vraiment me comprendre. Je décidai d'utiliser cette compensation intégrale de 3 millions d'euros pour financer entièrement le refuge pour femmes âgées que j'avais planifié de créer dans le domaine restauré. Je ne gardais rien pour moi. Pas un seul euro. Parce que ma grand-mère m'avait laissé quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Elle m'avait laissé la vérité. Elle m'avait laissé la dignité restaurée. Elle m'avait laissé la possibilité de marcher la tête haute, sachant d'où je venais vraiment. Et avec cette vérité, avec cette dignité retrouvée, je pouvais enfin honorer sa mémoire de la bonne manière, pas en amassant de l'argent, mais en l'utilisant pour créer quelque chose de significatif, quelque chose qui aiderait d'autres femmes qui, comme moi, avaient été invisibles, oubliées, sous-estimées. Le refuge ouvrit ses portes exactement 1 an après le début des travaux de restauration. Nous l'appelâmes la Maison Rochebrune, en honneur de ma famille, en honneur de tous ceux qui avaient souffert injustement. C'était un endroit magnifique, restauré avec soin et amour, où 15 femmes âgées trouvèrent un foyer accueillant, chaleureux, respectueux. Ces femmes venaient de situations diverses, mais toutes difficiles.
Certaines avaient été abandonnées par leur famille, d'autres avaient perdu tout ce qu'elles avaient dans des circonstances malheureuses. D'autres encore avaient simplement été oubliées par une société qui ne valorise pas toujours ses aînés. Mais ici, dans cette maison, elles comptaient. Elles étaient vues, entendues, respectées, aimées. Mathis devint le gestionnaire principal du domaine et du refuge. Il quitta définitivement Lyon, vendit son appartement qui lui rappelait trop d'échecs passés et s'installa dans une petite maison charmante que nous avions construite sur le terrain, à quelques centaines de mètres de la maison principale. Il consacra sa vie entière à ce projet, pas parce que je le lui avais demandé ou imposé, mais parce qu'il avait enfin trouvé un sens authentique à son existence. Il ne parlait presque plus de son argent de loterie. Il l'avait placé dans des investissements sûrs et conservateurs, en prélevant seulement ce dont il avait besoin pour vivre modestement. Le reste dormait sur son compte, comme un souvenir embarrassant de qui il avait été, de ses priorités déformées d'autrefois. Léa venait nous rendre visite tous les week-ends sans exception. Elle aidait avec les activités du refuge, organisait des lectures pour les résidentes, parlait pendant des heures avec ces femmes extraordinaires, écoutant leurs histoires de vie avec une fascination respectueuse. Et je la voyais grandir non pas avec de l'argent ou des privilèges matériels, mais avec des valeurs solides, avec de la compassion, avec une compréhension profonde de ce qui compte vraiment dans la vie. Un soir d'été particulièrement doux, alors que le soleil se couchait lentement sur les vignes restaurées qui commençaient à produire à nouveau du raisin de qualité, Mathis et moi étions assis sur la terrasse de la maison principale. Les résidentes étaient à l'intérieur, profitant d'un concert de musique classique que nous avions organisé. Leurs rires et leurs conversations filtraient doucement à travers les fenêtres ouvertes. Mathis regardait ce paysage magnifique, ces vignes qui avaient retrouvé leur vocation, cette maison qui vibrait à nouveau de vie et de chaleur humaine. Puis il se tourna vers moi, et je vis dans ses yeux quelque chose de profond, de vrai, de transformé. « Maman, dit-il avec une émotion palpable dans la voix, je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait. Cette expulsion horrible, cette cruauté gratuite, cette démonstration épouvantable d'ingratitude et d'égoïsme. Rien ne peut changer le passé. Mais je veux que tu saches quelque chose d'important. Tu m'as sauvée, non pas en me donnant de l'argent, non pas en me pardonnant facilement, mais en me montrant, à travers ton exemple, ce que signifie vraiment être riche. Être riche, ce n'est pas avoir des millions sur un compte bancaire. C'est avoir du sens dans sa vie. C'est contribuer à quelque chose de plus grand que soi. C'est aimer sans condition. C'est donner sans attendre de retour. Et ça, tu me l'as enseigné non pas avec des mots, mais avec ta vie entière. Je lui pris la main, sentant ses callosités qui témoignaient de son travail, de sa transformation. Et je sentis que, enfin, après tout ce chemin tortueux et douloureux, nous étions vraiment arrivés quelque part d'authentique, de vrai, de précieux. Aujourd'hui, alors que j'écris ces derniers mots de cette histoire longue et complexe, j'ai 72 ans. Je vis dans ce domaine magnifiquement restauré, entouré de femmes extraordinaires qui sont devenues comme une famille élargie, de mon fils qui apprend chaque jour à être une meilleure version de lui-même et de ma petite fille qui grandit en sachant que la vraie richesse n'a absolument rien à voir avec l'argent. Quand je repense à tout ce chemin parcouru, à cette expulsion brutale qui m'a brisé le cœur, à ce moment surréaliste dans la banque où Mathis s'est effondré en découvrant qui j'étais vraiment, à toutes les révélations qui ont suivi, je ne ressens plus de douleur aiguë. La douleur s'est transformée en quelque chose de différent, de la gratitude mélangée à de la sagesse. Parce que sans ce choc terrible, sans cette rupture douloureuse mais nécessaire, nous n'aurions jamais trouvé ce que nous cherchions vraiment sans le savoir. Mathis n'aurait jamais découvert que le bonheur ne s'achète pas. Je n'aurais jamais retrouvé la vérité sur mon histoire familiale. Nous n'aurions jamais créé ce refuge qui donne du sens et de la dignité à tant de vies. L'argent de Mathis est toujours là, quelque part sur un compte qu'il consulte rarement. 4,5 millions d'euros qui dorment paisiblement, presque oubliés. Il n'y touche presque jamais, prélevant seulement ce dont il a strictement besoin pour vivre simplement. Il dit souvent, avec un sourire un peu triste, qu'il n'en a plus vraiment besoin.
que ce qui compte vraiment dans la vie ne s'achète pas, ne se vend pas, ne se mesure pas en euros ou en possessions matérielles. Et moi, avec mes 7 millions initiaux qui sont devenus 10 millions après les investissements judicieux et la compensation judiciaire, je ne vis absolument pas comme une femme riche au sens traditionnel du terme. Je vis comme une femme libre, libre de choisir ce qui a du sens, libre d'aider ceux qui en ont besoin, libre d'aimer sans attendre de retour, sans condition, sans calcul mesquin. Cette histoire, votre histoire si vous m'avez écouté jusqu'ici, n'a pas de fin parfaite comme dans les contes de fées. Parce que la vie réelle n'a jamais de fin parfaitement nette et satisfaisante. Il y a toujours des complications, des nuances, des zones grises. Mais cette histoire a quelque chose de potentiellement plus précieux qu'une fin parfaite. Elle a de la vérité. Une vérité profonde sur ce qui compte vraiment. Si vous m'avez écouté patiemment jusqu'à la fin de ce récit long et parfois douloureux, si cette histoire a touché quelque chose en vous, a résonné avec vos propres expériences ou vos propres questions, je veux que vous sachiez une chose essentielle que j'ai apprise à travers toute cette épreuve. La valeur d'une personne ne se mesure jamais, au grand jamais, à ce qu'elle possède matériellement. Elle se mesure à ce qu'elle donne généreusement, à comment elle traite ceux qui ne peuvent absolument rien lui offrir en retour, à comment elle se relève avec dignité quand tout semble désespérément perdu, à sa capacité à pardonner sans oublier, à aimer sans condition paralysante, à rester digne même dans l'humiliation. Matisse a appris cette leçon de la manière la plus dure qui soit. Il a dû toucher le fond, se voir dans le miroir cruel de ses propres actions, comprendre viscéralement l'énormité de son erreur. Mais il l'a appris. Et aujourd'hui, il est l'homme que j'avais toujours espéré en secret qu'il devienne. Non pas parce qu'il est riche financièrement, mais parce qu'il est bon, compatissant, généreux de son temps et de son cœur. Et moi, je suis enfin, pleinement, complètement, Éléonore Vosselin de Rochebrune. Pas la vieille Éléonore, invisible et insignifiante. Pas la mère oubliée, qu'on peut jeter sans remords. Juste moi, entière, libre, vivante, digne. Et ça, cette dignité retrouvée, cette liberté authentique, cette paix profonde, aucun argent au monde, aucune fortune aussi colossale soit-elle, ne pourrait jamais l'acheter. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Quand votre propre enfant vous regarde comme un fardeau, quand il décide que votre présence ne vaut plus rien simplement parce qu'il a gagné de l'argent, est-ce qu'on pardonne immédiatement? Est-ce qu'on oublie des décennies de sacrifices en un instant? Ou est-ce qu'on se lève, comme je l'ai fait, et qu'on reprend sa dignité, même si cela fait mal? Je vous pose cette question parce que je sais que certains d'entre vous, en m'écoutant, ont reconnu quelque chose dans cette histoire. Peut-être pas exactement la même situation, mais ce sentiment d'être devenu invisible pour ceux qu'on aime le plus. Ce moment où vous avez compris que votre valeur n'était plus reconnue. Cette douleur silencieuse qu'on porte sans oser en parler. Pendant 50 ans, j'ai vécu en pensant que me faire petite était de l'humilité, que tout sacrifier était de l'amour, que ne jamais demander était de la force. Mais j'ai appris quelque chose de fondamental. L'amour véritable ne nous diminue jamais. Il ne nous demande jamais de disparaître. Et quand quelqu'un nous traite comme si nous n'avions pas d'importance, ce n'est pas à nous de nous excuser d'exister. Vous qui m'écoutez maintenant, vous qui avez peut-être 60 ans, 70 ans, 80 ans, vous savez que la vie nous a tous blessés d'une manière ou d'une autre. Vous savez ce que c'est que de donner tout ce qu'on a et de se demander si quelqu'un s'en souvient vraiment. Vous savez ce que c'est que d'être traité comme acquis, comme si votre présence était juste normale, attendue, sans valeur particulière. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai mis 69 ans à comprendre vraiment. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa dignité. Jamais trop tard pour dire non à ceux qui ne nous respectent pas. Jamais trop tard pour choisir nous-mêmes, pour la première fois peut-être, sans culpabilité, sans honte. Mon histoire vous a peut-être fait réfléchir. Peut-être qu'elle a réveillé des souvenirs que vous pensiez avoir enterrés. Peut-être qu'elle vous a donné du courage, ou peut-être qu'elle vous a simplement rappelé que vous n'êtes pas seul dans ce que vous ressentez. Et c'est exactement pourquoi j'ai besoin que vous me parliez maintenant. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place?
Auriez-vous pardonné plus vite? Auriez-vous été plus dur? Est-ce que vous vivez ou avez vécu quelque chose de similaire avec vos propres enfants, avec votre famille? Parce que vos histoires comptent autant que la mienne. Vos expériences méritent d'être entendues. Et peut-être qu'en les partageant, vous aiderez quelqu'un d'autre qui se sent seul dans sa douleur. Dites-moi aussi d'où vous m'écoutez. Êtes-vous en France, en Algérie, au Canada, en Belgique, en Suisse? Êtes-vous assis dans votre salon, dans votre cuisine, dans un parc? Parce que savoir que mes mots voyagent, qu'ils touchent des cœurs dans des endroits différents, que cette histoire crée une communauté de personnes qui se comprennent, cela me donne de l'espoir. L'espoir que nous ne sommes jamais vraiment seuls, même quand nous nous sentons invisibles. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose de profond, je vous demande une chose simple mais importante. Abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'il y aura d'autres histoires, d'autres vérités à partager, d'autres moments où nous pourrons nous reconnaître les uns dans les autres, où nous pourrons nous rappeler que notre dignité ne dépend jamais de ce que les autres pensent de nous. Vous avez de la valeur, vous en avez toujours eu, même si personne ne vous l'a dit depuis longtemps, même si vous vous sentez oublié, invisible, sans importance. Vous comptez, votre vie compte. Votre histoire mérite d'être racontée. Alors parlez-moi. Écrivez ce que vous ressentez. Partagez votre propre expérience. Posez-moi des questions si vous en avez. Parce que cette histoire n'est pas juste la mienne. Elle est aussi la vôtre. Elle est celle de tous ceux qui ont aimé sans être aimés en retour, qui ont donné sans recevoir, qui ont attendu une reconnaissance qui n'est jamais venue. Et n'oubliez jamais, la vraie richesse, celle qui ne disparaît jamais, celle que personne ne peut vous enlever, c'est votre dignité. Protégez-la, chérissez-la, ne la laissez jamais à quelqu'un qui ne sait pas la valoriser. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et maintenant, à vous de parler. Je vous écoute.